Je n'aurais jamais pu imaginer revoir un jour mes parents après qu'ils m'avaient abandonné à l'âge de 8 ans. Ce jour-là s'est gravé à jamais dans ma mémoire. Maman et papa m'avaient laissé chez ma grand-mère Marguerite avec un petit sac à dos et la promesse de revenir bientôt. Nous avons juste besoin d'un peu de temps pour tout arranger, Maëlys, dit maman en évitant mon regard. Sois une gentille fille. Mais ils ne sont jamais revenus. Les premiers mois furent les plus durs. Chaque jour après l'école, je m'asseyais à la fenêtre de la maison de grand-mère et je regardais les voitures passer, espérant que la prochaine s'arrêterait et qu'ils en descendraient. Chaque nuit, je m'endormais en larmes, me demandant ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais pas assez bien pour qu'ils restent avec moi. Mais grand-mère Marguerite fut mon salut. « Tu es parfaite telle que tu es, ma petite », disait-elle en essuyant mes larmes. « Tout le monde n'est pas fait pour être parent. Ce n'est pas ta faute. Moi, je suis là. Et je serai toujours là. » Grand-mère Marguerite n'était pas seulement une grand-mère. Elle était cultivée, élégante et, comme je l'appris plus tard, incroyablement riche. Mais rien dans sa vie ne le laissait paraître. Notre maison était modeste. Elle conduisait une vieille Renault Clio et continuait à travailler comme proviseure d'un lycée parce qu'elle aimait enseigner et accompagner les élèves. Les seuls indices de sa fortune étaient son goût raffiné pour l'art et ses rares allusions à des investissements lorsqu'elle lisait « Les Échos ». Grâce à ses soins, je m'épanouissais peu à peu et je devenais plus forte. Elle encourageait ma passion pour les sciences, me trouvait des professeurs particuliers quand j'avais du mal en mathématiques et se réjouissait de chacun de mes succès, même les plus petits. À 13 ans, lorsque je remportai le premier prix d'un concours scientifique national, elle organisa une grande fête et invita tous mes amis. « Ma championne », disait-elle en me serrant contre elle. « Un jour tu changeras le monde. » La vie prit un cours paisible, nous deux contre le reste du monde. Elle ne parlait jamais mal de mes parents, mais elle me faisait toujours comprendre que leur disparition n'était pas ma faute. « Parfois, les gens font des choses qu'on ne peut plus réparer », disait-elle avec une sagesse douce. « Mais cela parle d'eux, pas de toi. » J'avais cessé de penser à mes parents, cessé d'espérer leur retour, cessé de chercher des explications à leur départ. J'avais ma grand-mère, et cela me suffisait, plus que suffisamment. Pour mes 18 ans, grand-mère organisa une fête élégante dans son bistrot préféré à Lyon, invita tous mes amis et m'offrit un magnifique collier, une fine chaîne en or avec une petite clé. « C'est plus qu'un simple bijou, Maëlys, » dit-elle avec un sourire mystérieux. « Garde-le précieusement. Le moment venu, tu comprendras. » Je ne savais pas encore que ce serait notre dernière fête ensemble. 3 mois plus tard, grand-mère Marguerite perdit connaissance en plein lycée. Quand j'arrivai à l'hôpital, elle n'était déjà plus là. « C'était une crise cardiaque », expliqua le médecin. « La mort a été rapide et sans souffrance. » Mais la douleur que je ressentis, elle, ne fut pas rapide. Elle s'abattit sur moi comme un ouragan et laissa derrière elle un vide immense. Les funérailles furent belles, exactement comme grand-mère les aurait voulues. L'église était remplie d'anciens élèves qui partagèrent des souvenirs sur la manière dont elle avait changé leur vie. Je siégeais seule au premier rang, serrant le collier à clé dans mes mains, essayant d'être forte, comme elle me l'avait appris. Et soudain je les vis. Ils entrèrent dans l'église avec assurance, comme s'ils y étaient des invités attendus, comme s'ils n'avaient pas abandonné leur fille 10 ans plus tôt. Les cheveux de maman s'étaient recouverts de gris. Papa avait pris du poids, mais je les aurais reconnus entre 1000. Mon cœur s'arrêta, puis se mit à battre si vite que je pouvais à peine respirer. Ils s'approchèrent de moi, leur visage empreint d'une compassion feinte. « Maëlys, ma chérie », dit maman en tendant la main. Mais je me reculai instinctivement. « Nous sommes venus dès que nous avons su. Nous sommes si désolés pour ta grand-mère. » Papa hocha la tête avec une gravité affectée. « Nous savons qu'il s'est passé beaucoup de temps. Mais nous sommes là maintenant. Bien sûr, tu vas rentrer à la maison avec nous. Tu es encore mineur, et nous sommes tes tuteurs légaux. » Je n'en croyais pas mes oreilles. 10 ans de silence, et maintenant, il voulait un jouet à la famille heureuse. « Je ne partirai nulle part avec vous, » soufflai-je, la voix tremblante de colère. « Ma maison est celle de grand-mère Marguerite.
Maëlys, dit maman d'un ton soudain autoritaire, comme autrefois. Ne sois pas entêtée. Nous sommes tes parents. Tu n'as pas le choix. En réalité, elle a bien un choix, résonna une voix grave. Nous nous retournâmes et vîmes un homme grand, vêtu d'un costume élégant, un porte-document en cuir à la main. Je suis maître Laurent Morel, avocat de Marguerite Dubois. Nous devons parler de son testament. Les visages de mes parents changèrent aussitôt. Dans les yeux de maman brilla une lueur de cupidité. Papa ajusta nerveusement sa cravate. « Bien entendu, » répondit-il doucement. « Nous sommes ses seuls proches. » Maître Morel resta imperturbable. « Allons dans une salle séparée. Il y a des questions à régler immédiatement. » En le suivant, je sentis ma main se porter d'elle-même à mon collier à clé. Au fond de moi, je savais, tout allait encore changer, et je n'imaginais pas à quel point. Dans une petite salle attenante à l'église, saturée de tension, Maître Morel s'assit en face de nous, à une table en bois poli, et commença à disposer méthodiquement ses papiers. Mes parents s'installèrent de chaque côté, tels des rapaces, tentant de paraître attentionnés mais jetant sans cesse des regards avides vers les documents. « Avant de commencer, mademoiselle Maëlys, » dit Maître Morel en réajustant ses lunettes, « pourriez-vous me montrer votre collier ?» Mes parents parurent déconcertés, mais je sortis le pendentif en forme de clé. L'avocat hocha la tête avec un léger sourire. « Parfait. Je vais à présent vous lire les dispositions du testament de Marguerite Dubois. » Il s'éclaircit la gorge et commença. « Moi, Marguerite Dubois, saine d'esprit, déclare ce document comme mon dernier testament. » Le jargon juridique glissait sur mon esprit jusqu'à ce qu'une phrase le transperce comme un coup de tonnerre. « À ma chère petite fille, Maëlys Dubois, je lègue l'ensemble de mes biens, y compris mes propriétés, mes investissements, mes comptes bancaires et mes actifs commerciaux, pour une valeur totale d'environ 40 millions d'euros. » La salle explosa de cris. « 40 millions d'euros ?» Maman bondit, rouge de colère. « C'est impossible !» Elle n'était qu'une simple proviseure. Papa frappa la table de sa paume avec force. « C'est insensé! Nous sommes ses seuls enfants. Comment a-t-elle pu tout laisser à une adolescente ?» Maître Morel demeurait calme. « Il y a encore un point. Selon le testament, Maëlys est immédiatement reconnue comme majeure, et un fonds spécial est créé à son nom. Elle seule pourra en assurer la gestion. La clé qu'elle porte ouvre un coffre contenant des documents complémentaires et des instructions précises. » Ma tête se mit à tourner. 40 millions d'euros. Ma grand-mère discrète, qui avait toujours roulé en vieille Renault Clio, était en réalité une femme à la fortune immense. « Le testament a été rédigé il y a seulement 1 mois, » dit maman d'une voix dangereusement basse. « Nous allons le contester. Maëlys est encore mineure. Nous sommes ses tuteurs et avons des droits. » « En vérité, » répliqua Maître Morel, « vous avez perdu ces droits il y a 10 ans. » Il sortit un autre document. « Voici la copie d'une procédure pour abandon d'enfant que Marguerite avait engagée contre vous deux. Vous ne vous êtes jamais présenté au tribunal et elle a obtenu la garde complète. Depuis longtemps, vous n'êtes plus les tuteurs légaux de Maëlys. » Je regardais les visages de mes parents se déformer. Leur fausse sollicitude s'effaça, laissant place à la cupidité et à la rage. « Maëlys, ma chérie, » reprit maman d'une voix sirupeuse, « tu ne comprends pas ce que tu fais. Laisse-nous t'aider à gérer tout cela. Nous sommes une famille. » « Une famille ?» Ce mot me brûlait. Où était donc cette famille quand il m'avait abandonnée? Où était-elle pendant les 10 années où grand-mère Marguerite m'avait élevée? « Nous avons fait une erreur, » dit papa précipitamment. « Nous étions jeunes, la vie était difficile. Mais nous sommes là maintenant. Nous pouvons tout réparer. » « Réparer ?» m'écriai-je en me levant, tremblante de colère. « Vous n'êtes ici que pour l'argent. Est-ce que la mort de grand-mère vous a seulement touché? Avez-vous pensé à moi, ne serait-ce qu'une fois ?» Leur silence fut ma réponse. Maître Morel tout sauta pour ramener l'attention sur l'essentiel. « Il y a encore quelque chose. Marguerite vous a laissé une lettre, Maëlys. » Il me tendit une enveloppe cachetée. « Elle a demandé que vous la lisiez seule. »
Je pris la lettre et sortis, laissant derrière moi mes parents qui criaient et protestaient. Ayant trouvé un coin tranquille dans l'église, je déchirai l'enveloppe d'une main tremblante. Ma chère Maëlys, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Et tu viens d'apprendre la vérité sur notre fortune familiale. Je sais que c'est un choc. Je l'ai caché pour de nombreuses raisons, mais surtout pour te protéger et te laisser grandir en comprenant la valeur du travail et de la bonté. J'ai trop souvent vu tes parents préférer l'argent à l'amour. Ils t'ont abandonné parce que j'ai refusé de financer leur train de vie dépensier. Ils ont choisi la richesse plutôt que leur propre fille. Et, ce faisant, ils m'ont offert le plus grand des cadeaux, toi. La clé que je t'ai donnée n'ouvre pas seulement un coffre. Elle ouvre les portes de ton avenir. J'ai tout prévu. La maison est désormais à toi. Tes études sont assurées. L'entreprise familiale t'attend quand tu te sentiras prête. Mais surtout, souviens-toi, on t'aime non pour un héritage, mais pour qui tu es. Cette force silencieuse qui t'a aidé à survivre au rejet de tes parents te prépare à cette responsabilité. Ne les laisse pas te manipuler. Ils essaieront, mais tu es plus forte qu'ils ne l'imaginent. Tu es une Dubois, et les femmes de notre famille ne se brisent pas si facilement. Avec tout mon amour, toujours ta grand-mère, Marguerite. Les larmes coulaient sur mes joues, tandis que je finissais la lettre. Dans la mort comme dans la vie, grand-mère continuait de me protéger, de me guider et de m'aimer. Je touchais la clé à mon cou, et je compris enfin tout ce qui m'avait échappé jusque-là. Quand je revins dans la salle, mes parents se disputaient encore avec Maître Morel pour savoir comment contester le testament. Ils se turent dès que j'entrai. « Maëlys » commença maman, mais je levai la main. « Je veux que vous partiez. Tous les deux. Vous n'avez rien à faire ici. »« Écoute » commença papa d'un ton courroucé, mais Maître Morel l'interrompit. « Faut-il appeler la sécurité ? En tant que seule héritière et propriétaire, Maëlys est en droit d'exiger votre départ. » Ils me fixèrent, des étrangers dont je ne partageais que le sang, et je vis l'instant où ils comprirent, ils avaient perdu. Non seulement l'argent, mais toute possibilité de me contrôler encore. « Ce n'est pas fini », siffla maman en ramassant ses affaires. « Tu le regretteras. » Je les regardai s'éloigner, et, soudain, je ressentis un calme étrange. « Et maintenant » demandai-je à Maître Morel. Il sourit. « Maintenant, nous allons ouvrir le coffre. Votre grand-mère a laissé des instructions très détaillées. On y va ?» Nous sortîmes de l'église. Au loin, j'aperçus mes parents se quereller violemment sur le parking. Aujourd'hui, ils avaient tout perdu. À vrai dire, ils n'avaient jamais rien eu. Ils avaient choisi l'argent plutôt que l'amour, et ce choix venait enfin de les rattraper. Je touchai la clé à mon cou et souris. Marguerite m'avait légué plus qu'un héritage. Elle m'avait donné la force de tenir debout et d'affronter ce qui m'attendait. Et quelque chose me disait, ce n'était que le début. Le coffre à la Banque nationale de France contenait exactement ce que grand-mère avait promis, et même davantage. En triant le contenu avec Maître Morel, je compris à quel point tout avait été minutieusement pensé. Il y avait des titres de propriété, des portefeuilles d'actions et des instructions détaillées pour la gestion de l'entreprise familiale, Dubois Patrimoine, dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Mais ce qui attira surtout mon regard, ce fut une clé USB portant l'inscription « Regarde-moi d'abord ». Maître Morel ouvrit un ordinateur portable, et le visage de ma grand-mère apparut à l'écran. Elle semblait en pleine forme, rayonnante de vie. L'enregistrement avait sans doute été réalisé peu avant sa mort. « Maëlys, ma chère petite », commença-t-elle, et son sourire réchauffa mon cœur. « Si tu regardes ceci, c'est que tout s'est passé comme je m'y attendais. Tes parents sont venus à mes funérailles, n'est-ce pas ? Ils ont tenté de s'approprier ce qui ne leur a jamais appartenu. Je laissai échapper un souffle. Même après sa mort, elle avait tout prévu. Vois-tu, Maëlys, il faut que tu saches quelque chose sur tes parents. Ils ne se sont pas contentés de t'abandonner. D'abord, ils ont essayé de me dépouiller. Ton père, mon propre fils, et ta mère ont tenté de transférer tous mes actifs à leur nom pendant que j'étais en déplacement professionnel. Ils me prenaient pour une proviseure naïve.
Ils ignoraient que c'était moi qui avais fondé Dubois Patrimoine à partir de rien. Elle marqua une pause, et son regard se durcit. Quand j'ai découvert leur manœuvre, je leur ai laissé un choix. Rester et vivre simplement, en apprenant à apprécier le travail, ou partir. Ils ont choisi de partir. Ils t'ont laissé derrière eux, pensant que je viendrais les supplier. Mais ils n'ont jamais compris qu'en t'abandonnant, ils renonçaient au plus grand trésor. Des larmes me coulaient sur les joues pendant que grand-mère poursuivait. Je t'ai vu devenir une jeune femme admirable, bonne, intelligente, travailleuse, tout ce qu'ils n'ont jamais été. C'est pourquoi je sais que tu es prête à cette responsabilité. La vidéo continua avec des instructions précises sur l'entreprise, les biens et surtout sur le fonds caritatif qu'elle avait créé. La Fondation Dubois octroie des bourses aux enfants abandonnés par leurs parents. Dorénavant, c'est toi qui la dirigeras. Utilise notre richesse pour aider ceux qui te ressemblent, Maëlys. C'est cela, notre véritable héritage. Les semaines suivantes passèrent comme un tourbillon. Maître Morel me présenta au conseil d'administration de l'entreprise. Tous connaissaient et respectaient Marguerite. On m'accueillit chaleureusement, en promettant de me soutenir et de me former. Mes parents ne renoncèrent pas. Ils engagèrent des avocats, tentèrent de contester le testament, allèrent jusqu'à prétendre que grand-mère n'était pas dans son état mental au moment de sa rédaction. Mais elle avait tout préparé à la perfection. Chaque document était en règle, chaque décision, juridiquement irréprochable. Leur ultime tentative eut lieu 3 mois plus tard. Ils débarquèrent dans les bureaux de Dubois Patrimoine, à la Défense, et provoquèrent un esclandre dans le hall. « Nous sommes ses parents !» criait maman tandis que la sécurité les retenait. « Elle n'a pas le droit de nous fermer la porte. » Je sortis les rejoindre, calme, vêtu de l'un des élégants tailleurs de grand-mère, la clé à mon cou. En réalité, si. Et je continuerai de le faire. « Nous allons prévenir la presse » menaça papa. « Nous dirons à tous que tu nous as volé notre héritage. » Je souris, me souvenant de la force de Marguerite. « Parfait. Racontez donc comment vous avez abandonné une fillette de 8 ans. Comment vous avez essayé de voler votre propre mère. Je pense que les journalistes seront ravis de cette histoire. » Ils s'affaissèrent. Dans leurs yeux passa l'éclair d'une certitude. C'était perdu. Définitivement. « Adieu, » dis-je fermement. Et ne revenez pas. Je les regardais s'éloigner et toucher la clé à mon cou, sentant la présence de grand-mère tout près de moi. Ce soir-là, je signais les premières bourses de la Fondation Dubois. 20 enfants de milieux fragiles reçurent une chance de nouvelle vie. Assise dans l'ancien bureau de grand-mère, qui était désormais le mien, je levai les yeux vers sa photographie au mur et souris. Elle m'avait laissé plus qu'un héritage. Elle m'avait donné une raison d'être, une force et la possibilité d'aider les autres. La vieille Renault Clio est toujours dans mon garage, bien que je puisse désormais m'offrir n'importe quelle voiture. Elle me rappelle d'où je viens, et cette femme discrète et travailleuse qui m'a appris que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais la manière dont on l'emploie pour rendre le monde meilleur. Parfois, je porte sa vieille veste de proviseur aux réunions du conseil. Ceux qui l'ont connue sourient en la voyant. Ils comprennent. Je ne suis pas seulement l'héritière de Marguerite Dubois, je suis sa continuité. Quant à mes parents, j'ai entendu dire qu'ils ont déménagé dans une autre région et qu'ils racontent partout l'histoire de leur fille ingrate. Mais leurs mots ne me blessent plus. Je sais qui je suis. Je suis Maëlys Dubois. Et, comme ma grand-mère, je choisis l'amour plutôt que l'argent, la bonté plutôt que la cupidité, l'aide aux autres plutôt que l'intérêt personnel. Voilà ce que signifie une vraie famille.